BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h. Et puis, pourquoi je suis ici ? Parce que François Sorel est déjà à Marseille. Car nous vous accueillons à Marseille, à l'AIM. C'est un grand événement organisé par La Tribune et BFM Business. AI comme Artificial Intelligence, M comme Marseille. Voilà, on sera là-bas demain avec un Tech Co exceptionnel. Il y a plein d'invités, vous allez voir, c'est assez formidable. Mais en tout cas, ce soir, on a déjà beaucoup de sujets. Comme par hasard, beaucoup de sujets sur l'intelligence artificielle. On va démarrer justement, pour que tourne l'intelligence artificielle, il faut des data centers. Eh bien, Microsoft adore le Portugal, Google adore l'Allemagne, et nous en France, qui nous adore ? On va essayer d'en parler, mais on a aussi des acteurs français. Voilà, on va parler de tous ces sujets-là. On reviendra aussi sur OpenAI, qui est accusé de pillage de données, de pillage de droits d'auteur. Voilà, on le sait depuis un moment pour entraîner ces IA. Eh bien, on en reparlera avec nos experts. Et puis, dernière partie de l'émission, aux alentours de 21h05, 21h10, nous recevrons deux startups de la French Tech 2030 qui seront accompagnées de Gilles Huillet, la directrice de la French Tech. Justement, la nouvelle moisson, la nouvelle mouture de cette French Tech 2030, 80 startups, et nous en aurons 2 dans le quantique et dans la cyber. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h. Tech Co, la quotidienne, c'est parti. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, il y a un débrief de la tech évidemment très tourné vers intelligence artificielle, mais pas seulement. Vous allez voir, on va aussi parler des dangers d'Internet pour les mineurs. Parce qu'il y a certaines entreprises qui se font un peu redresser. Mais là, en tout cas, je voulais parler de ce premier sujet avec nos experts. Je vous les présenter dans un instant. Des investissements de Microsoft en Portugal, de Google en Allemagne. On a aussi AWS en Allemagne. On a Deutsche Telekom qui va acheter du Nvidia. Et on se pose beaucoup de questions autour de ça. Et on va en parler avec nos débriefeurs. Je vous les présente tout de suite. Jean-Baptiste Kempf. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir. Merci d'être avec nous, co-créateur du logiciel VLC, CTO de Scaleway. Donc, bien placé pour évidemment parler de ces data centers, et qui revient d'un petit tour, un demi-tour du monde, et avec pas mal d'énergie au Moyen-Orient, et une Silicon Valley qui s'interroge, un peu, sur d'elle, mais en tout cas qui s'interroge. Un peu moins sur d'elle que d'habitude. Voilà. Moi, j'ai trouvé un peu plus tendu. Il y a quand même des vraies questions sur les investissements dans l'IA et les startups et les data centers, et on va en parler. Eh bien, on va en parler ce soir. Avec nous également Clément David, président de Théodo Cloud. Bonsoir Clément. Salut, comment ça va ? Écoute, super, merci d'être avec nous. Avec et plaisir. évidemment, là, on est en plein dans tes sujets, puisque Théodo Cloud accompagne les entreprises sur le cloud, la data, l'IA, depuis pas mal d'années. Moi, mon vrai sujet, aujourd'hui, c'est le festival d'Angoulême, parce que j'avais déjà réservé les billets de train, les hôtels, machin. J'y vais 3 jours tous les ans. On va pas en parler ce soir, parce que je pense que ici tout le monde s'en fout. Mais moi, mon drame de la journée, c'est ça. Donc voilà, c'est ça mon vrai sujet. Ça va être sympa, un festival sans personne. Sans dessinateur et sans éditeur. Donc voilà, si une autre émission veut se lancer, je prends le sujet. Eh bien voilà, on va suivre en tout cas la bande dessinée. Il n'y a pas encore d'IA ils sont lancés dans la bande dessinée. Peut-être si on cherche un peu. On cherche un peu, on doit trouver. Oui. Je pense que Et avec nous, Tristan Nito. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Et on t'a bien connu, on te connaît bien, parce que pendant 20 ans, tu as dirigé la fondation Mozilla. Et voilà, donc tu connais parfaitement tous ces sujets. Alors messieurs, Microsoft qui va investir 10 milliards de dollars pour un méga data center au Portugal dédié à l'IA. Google lui préfère l'Allemagne, il va investir 5,5 milliards. Il y a quelques jours, on entendait que Deutsche Telekom allait signer avec Nvidia pour faire du data center dédié à l'industrie. Là, on est vraiment dans un mode vertical. AWS en Allemagne aussi qui veut faire son cloud souverain là-bas. Faut être optimiste, l'Europe est bien une terre de data center, et puis de l'autre, bien peut-être un peu moins en Europe, mais on a quand même des acteurs ici. Ils sont là sur le. Comment il faut voir ça ? Allez, je démarre avec toi. En fait, il y a plein de sujets dans un sujet. C'est-à-dire que là, dans ce que tu évoques, il y a qui a quelle stratégie sur la souveraineté. C'est-à-dire qu'AWS a sa stratégie, en effet, qui est on va pas faire Secnum Cloud, on va faire notre truc dans notre coin. Google et Microsoft ont leur stratégie plutôt Secnum Cloud, etc. C'est comment on rassure les gens. Tu as l'autre partie de la discussion qui est avec quelle capacité. C'est-à-dire, où sont les data centers, etc. Est-ce qu'on en construit en Europe ? Est-ce qu'on se contente,
la plupart des entreprises américaines, est-ce qu'on se contente de ceux qu'il y a dans les autres continents, etc. Et puis il y a un troisième sujet qui est, est-ce que les entreprises investissent elles-mêmes, par exemple, par Deutsche Telekom, etc., dans une capacité qu'elles veulent proposer. Deutsche Telekom, Nvidia, et on va s'adresser aux industriels allemands. On avait parlé du cloud Lidl il y a quelques temps, etc. Bon, donc il y a des vocations comme ça qui se créent. Après, il faut bien séparer les trois sujets. Et tu vois, si on est spécifiquement sur le côté, il y a des data centers qui se construisent en Europe, c'est vrai, l'Europe attire. Il y a deux éléments. Le premier, c'est avec Théodo, c'est la première fois qu'on voit des cloud providers en ce moment perdre des deals parce qu'ils n'ont pas, américains j'entends, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de data centers pour faire de la redondance entre les différents data centers en France par exemple. C'est la première fois. Il y a 2 ans, je t'aurais dit, la souveraineté est un sujet très cosmétique, très politique pour les boîtes. C'est pas un facteur de décision. C'est la première fois que, là j'en ai vu un il y a 2 semaines et c'est une trend qui commence à arriver. C'est la première fois que je vois vraiment des décisions qui se font là-dessus. Donc en fait, tout le monde l'a bien compris et les investissements se multiplient. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a un continent aussi parmi d'autres et qu'en fait, tu peux faire état les mêmes articles sur la Malaisie, sur la Thaïlande, où tu vas avoir des data centers qui se créent, etc. En fait, c'est un phénomène qui dépasse l'Europe. On peut se réjouir de ne pas être à la traîne et d'exister dans ce monde-là. Après, il faut comprendre que c'est un combat global. Tristan ? Ben oui, chez Octo aussi, on a une division cloud et pour elle, c'est évident que la souveraineté, c'est vraiment, comme tu disais, un sujet qui est... C'est une petite musique depuis 18 mois. Oui, c'est ça. Moi, c'est une musique que je chantonne depuis un bout de temps, mais là, on la voit. C'est une vraie demande des clients et puis de la situation géopolitique le justifie. Des choses un peu montées en épingle comme Microsoft qui va couper l'email de la Cour pénale internationale. Là, on se dit, ah bon, tout d'un coup, mais c'est bizarre, ça. Enfin, ça calme, quoi. Je trouve qu'on avait déjà eu des alertes au moment du Covid, parce que, post-Covid, parce que Microsoft avait récupéré pas mal d'instances. Je parle de Microsoft parce que j'ai en tête une entreprise, mais dit oui, comme l'entreprise en question n'avait aucune activité pendant le Covid, Microsoft a dit on peut récupérer vos instances Azure, mais oui, allez-y. Et puis quand le Covid est sorti, que l'entreprise en question a recommencé à avoir de l'activité, des avions qui décollent, pour ne pas la citer, et bien là, on leur a dit attendez, ils ont mis un bout de temps avant de récupérer des capacités. Donc je trouve que ça avait des petites alertes. Oui, voilà. Mais il y a un peu des histoires horribles comme ça qui surgissent, mais elles sont de plus en plus fréquentes. Et puis bon, on a quand même Trump en épouvantail qui fait quand même peur, objectivement, et à juste titre, avec ses méthodes. Et donc, on se dit, en fait, être souverain, être dans la maîtrise des infrastructures qu'on a, sans que quelqu'un puisse venir tout bloquer à distance, ça pose des problèmes. Et donc, nous, on travaille en particulier avec Scaleway parce que on sait que ça marche en France, quoi. Et, alors justement, Jean-Baptiste, il y a la casquette d'expert et il y a la casquette aussi de CTO Scaleway. Justement, je ne vais pas trop faire la pub pour Scaleway là, parce qu'en fait... Et surtout qu'on le dit régulièrement ici, que de toute façon, c'est l'un des acteurs qui commence à peser... En fait, il y a plusieurs choses dont je veux parler là-dessus. C'est que il y a le problème de la souveraineté, même si pour moi, aucun de ces acteurs ne fait vraiment de la souveraineté. Parce que le data center de Google ou d'AWS, s'il est en Europe, on peut récupérer les informations de la même façon, puisque de toute façon, c'est juste une connexion réseau en SSH, on peut tout faire. Donc, c'est de la fausse souveraineté, que ce soit celle d'AWS qui dit, grosso modo, je crée des emplois, qui ne sont pas des emplois, mais en Allemagne, ou Google et Azure qui disent, ouais, alors on fait des choses avec Blue, avec Sense. Google avec Thales Sense, et puis mais ça ne Azure change rien. avec ça ne change rien. C'est-à-dire que Google, Orange. Si Google, si Microsoft, si Azure veulent AWS veulent accéder aux données, ils peuvent l'accéder de la même façon. S'ils peuvent couper les données, c'est de la même façon, puisque le code n'est pas maîtrisé par les sociétés, et donc l'important, c'est le code. Et donc, c'est l'illusion principalement pour des hommes politiques. Je ne sais pas comment ils vont le faire techniquement. La promesse avec laquelle s'engage AWS, c'est de dire, pour leur projet européen qui va sortir, c'est de dire on a découplé le code. Après, les gens y croient ou pas, mais même en financement, ils disent c'est ce qu'ils promettent. Bien sûr, mais n'importe qui a fait du code sait que c'est absolument n'importe quoi. Il suffit, une backdoor, notamment dans l'hyperviseur, donc qui est le cœur, c'est quelques centaines de lignes de code, personne ne le verra. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les failles, notamment dans toutes les questions de supply chain qu'on a vu avec CrowdStrike, avec la faille XZ,
toute façon, ça n'est pas de la vraie souveraineté. Mais bon, à la limite, il y a ce premier sujet. Il y a le deuxième sujet dont on parle un peu moins, c'est qu'en fait, il y a quand même des problèmes de grille électrique. Ouais. Et là, il faut le comprendre. Aujourd'hui, on va travailler. Donc la carte de référence chez NVIDIA s'appelle la H100. Et en fait, on va, même dans le futur, toujours travailler sur la H100. C'est-à-dire que quand on parle donc, de la génération Blackwell ou celle de Rubin, etc., tout le monde parle en équivalent H100. Et donc, ce qui est pas mal avec la H100, c'est qu'elle consomme 1 kW. Donc c'est assez facile. C'est assez facile. C'est-à-dire qu'un cluster de 1000 GPU, c'est 1 MW. Ouais. Et ensuite, en fait, tu grossis. Donc, et la deuxième métrique, en fait, qu'il faut bien comprendre pour expliquer un peu aux gens qui ne sont pas familiers, c'est que 1 MW de data center, ça coûte 7 millions d'euros. À peu près. À fabriquer, tu veux dire ? À fabriquer. D'accord. Parce qu'à un moment, faut ramener des murs, il faut ramener de l'électricité. Et surtout, ce qu'on voit avec l'IA, c'est que tu as donc, des racks, donc c'est les rangées que vous voyez un petit peu, qui font à peu près 2 mètres, 2 mètres 40, et dans lequel on met 40 serveurs. 40 unités de serveurs. Oui, voilà, exactement. Et avant l'IA, ça consommait 30 kilowatts. Donc une très très grosse famille ou 2-3 familles françaises en fonction de comment vous êtes. Là, on parle de racks en fait qui sont à 140 kilowatts pour la génération Blackwell et pour la génération d'après, on parle de 600 kilowatts. Donc déjà, les infrastructures électriques qui doivent arriver sont complexes. Ça veut dire que les tuyaux, juste les tuyaux électriques qui arrivent commencent à avoir une sacrée dimension, juste pour ne pas faire fondre en fait les gaines. On a évidemment sur les data centers, on commence à avoir un problème qui est des problèmes tout bêtes, mais le refroidissement en fait est massif, puisque un ordinateur ça produit grosso modo de l'électricité, un peu de rayonnement, mais tout repart en électricité, en chauffage, enfin en rayonnement, donc il faut en chaleur, faut la sortir. Et puis quand il n'y a plus d'électricité qui arrive, il faut avoir des générateurs et avant, un data center moyen, c'est 30 mégawatts. Donc, tu te dis, 30 mégawatts, ça fait 200 millions d'euros. Maintenant, là, on parle de data center à 1 gigawatt. Ah oui. Donc, en fait, quand on entend parler de 10 milliards... Et d'ailleurs, c'est une unité de mesure. On dit plus des data centers de tant de mètres carrés, de tant de milliers de serveurs. On te parle de data center à 1 gigawatt. On te parle de nombre de centrales nucléaires. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, ça, c'est important. C'est que là, quand on t'entend 10 milliards de Microsoft, et ça, c'est un très bon... Ça veut dire un data center de 1 gigawatt, c'est-à-dire une tranche de centrale nucléaire. Donc, et évidemment, parce qu'en fait, juste l'achat du data center, tu es déjà à 7 milliards, tu vois. Et donc ensuite, après, tu rajoutes des GPU. Enfin, en fait, c'est l'ordre de grandeur. Donc, il faut comprendre que... C'est-à-dire que quand on voit ces annonces-là, il faut essayer de corréler un peu. Parfois, on est un peu enthousiaste. On se dit, tiens, ils ont choisi l'Europe. Ça va nous faire... Voilà, ils montrent que l'Europe est encore importante. Mais derrière... Là, tu te rends compte que, tu vois... Et puis... Ta carte IA équivalent H100, alors maintenant elle coûte moins cher, mais l'ordre de grandeur c'est 50 000 euros la carte. Donc en fait tu te rends vite compte qu'un cluster de 1000 GPU, c'est 1 méga de consommation, c'est 7 méga euros de fabrication du data center, juste de fabrication en investissement, et puis c'est 50 millions d'euros d'investissement. Et évidemment, alors les nouvelles générations Blackwell sont mieux, mais en fait, tu as une réduction de coûts, mais qui n'est pas peut-être 20%, 30%. Mais donc, en fait, il faut comprendre que ces ordres de grandeur, ils ont l'air incroyables, mais quand on te dit 10 milliards, en fait, la question, c'est déjà, est-ce que c'est le data center ? Oui. Est-ce que c'est le data center et les GPU ? Parce que, enfin, c'est les data centers et les GPU, tu te rends compte que finalement, ton data center, c'est pas avec l'espace de c'est pas 1 gigawatt, finalement, c'est plutôt, ça va être plutôt 200 mégawatts. 200 mégawatts, ça fait quand même déjà 1,4 milliard d'achat de matos. Et donc là, on a un problème, et qui est aussi une des raisons, c'est qu'en fait, il y a des problèmes de grille électrique aux États-Unis. Et à un moment, quand tu arrives et que tu fais un data center entre 200, 400, 500 mégawatts, où est-ce que tu le mets ? Et d'ailleurs, aujourd'hui... Où est-ce que tu trouves l'électricité, quoi, et où est-ce que tu trouves l'électricité ? Et donc, notamment, tu vois, ce qui se passe, en tout cas en France, et c'est des grandes discussions avec la DGE, avec le ministère, c'est de récupérer les anciens sites industriels français, en fait, puisqu'en fait, à un moment, Enedis va te dire, écoute, j'aimerais bien, mais il faut que j'arrive avec EDF essaie d'avoir leur cloud souverain. Il était question à un moment qui... Alors, non, ça n'a rien à voir, mais juste... Mais avec EDF, la Poste, ils avaient une idée de... Tout à fait. Donc, ils travaillent... EDF travaille beaucoup, et puis ils avaient Exaion, qui était une filiale aussi, qui a été partiellement
réinvesti par des Américains d'ailleurs. Mais en fait, là, il y a beaucoup de questions qui sont trouver les bons sites industriels en France. Il y en a pas mal, notamment en Hauts-de-France, où il y a des anciennes industries qui avaient une consommation avec des grosses machines outils de 100 MW. Et là, c'est très intéressant d'aller construire les data centers. Donc là, en fait, tu fais un peu différent de ce que tu faisais avant, c'est qu'en fait, les consommations électriques sont tellement importantes que tu commences plus à dire je construis mon data center là où il y a du bon réseau, tu le dis où je vais aller chercher. Enfin, et la dernière chose qu'il faut quand même savoir un petit peu, c'est il y a des gros projets qui s'appellent les gigafactories. Donc en fait, cette idée de faire des investissements de l'ordre de, donc on parle de 100 000 GPU, hein, donc ça veut dire la consommation c'est de l'ordre de 100 mégawatts. Donc ça veut dire que l'investissement en carte graphique c'est de l'ordre de 5 milliards. Et la Commission européenne a décidé de créer quelques gigafactories, donc des grandes usines à IA. Et l'idée de la Commission européenne, c'est de financer partiellement 5 ou 6. Donc il y en a 70 qui sont arrivés à l'appel à projet, et la France en a présenté une dizaine, et il va en avoir pas beaucoup en fait qui vont être sélectionnés, mais en tout cas dans lequel il y aura un investissement de l'Europe. Ouais, mais si on parle sur la notion de l'énergie, ce qui est intéressant, c'est de voir que la méthode qu'ont les grands cloud providers américains aux États-Unis ne pourra pas se dupliquer en France. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé ici, tu vois. Ils en sont à lancer des installations nucléaires. Alors, pas avec la même stratégie, parce que Microsoft, leur stratégie, c'est plutôt de reprendre notamment une grosse usine nucléaire, enfin un gros réacteur, et de le relancer, alors que Google et Amazon sont plus sur les plus petits réacteurs dont on a déjà parlé, tous les SMR, je crois. Les SMR, c'est ça, oui. Ça va être intéressant. Donc, ils substituent en fait à l'État. Ils ont en fait, on l'en a parlé plein de fois, mais ils ont des infrastructures. Ils deviennent opérateurs. Les câbles sous-marins, mais en fait, ça devient quasiment des entités étatiques. C'est-à-dire que quand tu as tes centrales nucléaires, tes câbles sous-marins, tu as tes routes, tes trucs, à un moment, en fait, ils substituent à l'État. Ils vont pas faire ça en France. Ils vont pas faire ça en Europe, parce que j'aimerais bien. Non, mais j'aimerais bien voir. En plus, en France, on le sait, hein, il y a des délais, le time to market, c'est 4-5 décisions. Non, mais il y a ça. Déjà, tu veux construire un stade de foot, tu peux pas. T'imagines une centrale nucléaire. Mais le truc, c'est en France, personne va laisser Amazon ou Microsoft construire des installations nucléaires. Ouais. Donc en fait, la question, c'est qui va pouvoir se substituer à l'État, ils le font chez eux, chez nous, pour le faire, si l'État ne suit pas en termes de financement, en termes de projets, etc., pour produire ce qu'il y a à produire. Je pense que ça va être une question très compliquée. En disant on va construire notre propre. Mais chez nous, pas sûr. Et je rappelle quand même que, et ça, quand même, faut le rappeler, le mix énergétique allemand, il est catastrophique. Hein. Ouais. On parle quand même de 300 grammes de CO2, alors que la France est à 30. Donc à un moment, c'est quand même. Et encore, faut pas parler de la Pologne, hein, parce qu'ils sont plutôt à 700. Ils sont à 700, la Pologne. Mais d'ailleurs, les annonces là, on parlait, donc c'était plutôt Microsoft en Allemagne, Microsoft au Portugal, Google en Allemagne, Google et AWS en Allemagne. Et là, il y a un petit problème, c'est qu'à un moment, il y a un déséquilibre de production d'électricité, et ça peut pas être non plus juste les Français qui exportent de l'énergie au reste de l'Europe sans avoir les retombées économiques. Un dernier mot sur ce sujet-là ? En fait, c'est un sujet qui est absolument énorme. Quand on regarde, c'est Epoch AI qui avait sorti une étude sur le sujet. En fait, c'est quoi le facteur limitant de l'IA ? C'est quoi le premier truc qui va faire qu'à un moment, ça bloque dans son développement ? Parce que là, on est parti dans de l'exponentiel, et l'exponentiel, ça dure pas éternellement. Qu'est-ce qui bloque en premier ? Eh ben, ça va être l'énergie. Parce que ça, c'est un truc avec des chantiers énormes, avec vraiment du béton, des autorisations, etc. Et c'est pas un truc qui s'improvise. Et donc, en fait, c'est l'énergie qui pourrait, le manque d'énergie qui pourrait être le premier facteur limitant dans le développement de l'IA. Après, il y en a d'autres. Petite remarque rigolote. Aujourd'hui, il y a un problème avec les plus gros data centers, c'est que juste l'essence qu'il faudrait stocker pour faire tourner les générateurs fait qu'en France, ça deviendrait des sites Céveso, parce que pour faire tourner juste 12 heures, il faudrait tellement de stockage d'essence. Que là, il faut être dans un environnement déjà sécurisé. Je vois à Marseille, dans Tech & Co Musée, je vais recevoir le patron de Sesterce, là, qui est un des gros projets aussi. Il a beaucoup d'ambition dans ce domaine. Je lui poserai pas mal de questions sur ce sujet-là. Autre sujet, c'est OpenAI qui est dans le viseur de plusieurs entreprises au sujet des droits d'auteur, du pillage de données. Hein. Là, on en vient à la légalité de l'entraînement des modèles d'IA, la frontière entre faut innover, mais en même temps, il faut quand même respecter la règle. Tristan, ton regard là-dessus. Alors, si tu veux, moi, c'est simple. Je suis à peu près certain que mon livre Surveillance, paru chez CF Éditions il y a 9 ans, non, mais on s'en fout, il se vend plus. Donc, et ben lui, il a été utilisé par les IA de Meta
parce que visiblement lors d'un procès, il y a eu des emails qui ont été publiés où ils échangeaient entre eux qu'il fallait télécharger illégalement des livres piratés sur le darknet pour entraîner les IA, et donc ils l'ont fait en magouillant, en utilisant des VPN, etc., pour pas se faire tracer, mais néanmoins on a eu accès à leurs emails, et donc dedans il y a presque tous les auteurs français en fait de ces 10 dernières années. Donc en fait on s'est fait piller, alors bon c'est pas grave, mon bouquin il est épuisé, mais il y a quand même des gens qui ont travaillé pour ça et qui ont touché 0 rémunération, alors que on parle quand même des gens c'est méta, ces gens-là ils ont des dizaines de milliards et ils ont décidé de pirater du contenu. C'est bizarre, on leur tombe pas tellement dessus aussi fort qu'on le faisait comme Jean-Michel Pirate Bay il y a 10 ans, tu vois, avec Dapsy. Là, en tout cas, alors il y a eu cette histoire d'un tribunal allemand. Je sais pas qui l'avait relevé. C'est moi. C'est toi qui l'avais relevé. Oui, en fait, notamment qui tombe sur le dos d'OpenAI. Hein. Oui, et surtout sur la partie Sora, et donc la génération de vidéos, et notamment les studios Ghibli commencent à dire, parce que tout ce qui est faire un Tristan Nitto en mode Princesse Mononoke et autres Ghibli, en fait, c'est un truc qui est assez. Il y a eu plusieurs mèmes, ça a été vraiment partout sur Internet. Et à un moment, ils disent non, mais c'est quand même notre style et donc l'industrie un peu des films commence à dire attends, mais nous on a notre patte, on est artistes, et donc et là donc ils sont allés attaquer en Allemagne, et c'est à peu près la même chose. Je rappelle quand même qu'il y a un monsieur très très bien qui s'est suicidé, qui s'appelait Aaron Schwartz. Il avait téléchargé notamment des papiers de recherche scientifiques pour du 0,1% de grosso modo des journaux scientifiques. La Meta a aspiré l'intégralité de ce site qui s'appelle LibGen, où il y a tous les papiers scientifiques. Et lui, on lui a fait des procès absolument incroyables qui a amené à son suicide. Meta, on leur dit rien. Oui. Clément. Non, mais c'est en vrai, c'est un truc que tout le monde sait très bien depuis un moment. Ce qui est nouveau, là, on sent quand même que ça commence à monter. Ce qui est nouveau, c'est la sanction. Oui. Ce qui est nouveau, c'est que pour une fois, tu as un tribunal qui dit OK, on va avoir un problème. Et en fait, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que si tu as un problème en Allemagne sur les paroles de chansons, tu as un problème sur 100% des contenus qui sont liés qui sont sous licence, qui sont des contenus de création, et tu l'as dans 100% des pays du monde. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est de se dire OK, déjà pour le passé, est-ce que sanctions il y a ? Bon, on va voir. La Commission européenne est quand même très à cheval sur les sanctions quand t'as pas le bon câble avec le bon iPhone, avec je sais pas quoi. On va voir si là, pour le coup, ils saisissent vraiment du dossier, parce que bon, il y a un truc en Allemagne, mais c'est-à-dire que surtout, il y a quelque chose à creuser derrière sur ce qui s'est passé. La grande question, c'est pour le futur. C'est-à-dire qu'on essaie sur des négociations qui, pour l'instant, sont quasiment des négociations biparties. Tu vois, où tu as des journaux qui vont négocier avec Meta, qui vont négocier avec un peu de financement à droite à gauche. En fait, c'est un des seuls sujets sur lesquels moi je serais chaud qu'on ait un règlement européen assez rapidement. Parce que si c'est vraiment uniquement le Far West de qui arrive à négocier le plus de thunes avec qui pour le futur, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui seront lésés. Les grands groupes de presse n'auront pas de problème, RMC, BFM n'auront pas de problème, mais en revanche, tu vois, tous les petits indépendants, tout machin, personne n'a rien à faire, eux ils seront laissés pour compte. Donc la question c'est déjà, est-ce qu'il y aura réparation pour ce qui s'est passé dans les différents pays, dans les différents domaines, mais surtout pour le futur, qu'est-ce qu'on construit qui évite que ça arrive. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait demander aux éditeurs d'IA aussi une sorte de traçabilité un peu des contenus sur lesquels ils entraînent? Ils ne peuvent pas. Ça va être compliqué. Ils ne peuvent pas en fait. Une fois que tu as entraîné ton modèle, justement, tu ne sais pas. C'est justement. Non, tu sais avec quoi tu l'as nourri quand même. Tu sais avec quoi tu l'as nourri, mais tu sais pas pour chaque sortie d'où ça vient. On avait le problème au début de Copilot, donc il y a un générateur de code qui a été lancé par GitHub. Quand tu lui demandais une question très très précise sur un processing vidéo très 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 précise, le code source qui était sorti, c'était le code source de VLC, qui est donc sous une licence GPL, et donc ça faisait du copyright washing, c'est-à-dire que ça te sortait un truc, tu voyais en fait que c'était littéralement notre code, mais il te dit ouais, t'as le droit de l'utiliser. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que en agrégé, normalement, tout le copyright est fondu, mais quand tu poses des questions très très précises, tu arrives à faire sortir exactement. Et donc, il y a une vraie question qui est quelle est la juste rétribution du droit d'auteur ? Et ça, c'est la question qu'on a depuis maintenant. Et tu as la même chose avec les photos. Quand tu demandes une photo assez spécifique, tu décris une photo qui existe, en fait, et tu demandes à l'IA de la générer.
il te génère la même que celle qui a été pompée. Est-ce que là, quoi, dans tu ce vois. qu'on entend là, le tribunal allemand, là, ce qu'on entend Ghibli qui commence à râler un peu, est-ce que c'est pas une petite musique qui est en train de monter et qu'on va finir par... Ou alors est-ce que, place au plus gros et puis c'est de vous ranger dans ce Far West Le truc en tout cas auquel je crois pas, c'est le fait que les utilisateurs et les entreprises, tu vois, les utilisateurs grand public et les entreprises utilisent une IA spécifique parce que elle a promis d'un entraînement éthique qu'elle peut justifier, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on voit par exemple sur les moteurs de recherche alternatifs, sur ce genre de choses. T'en as plein qui justifient de choses beaucoup plus éthiques dans leur mode de fonctionnement, même dans leur mode de financement, dans leur mode énergétique, etc., de consommation énergétique. Tu vois que la vérité, c'est que la plupart des gens s'en balancent et ça n'a jamais été un argument. Et là, la souveraineté, on en parlait tout à l'heure, ça devient un vrai argument pour les entreprises maintenant qu'en fait, il commence à y avoir vraiment des problèmes et vraiment des risques avérés. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est partir du principe que des alternatives éthiques, entre guillemets, vont suffire pour que les gens se précipitent dessus, j'y crois pas une seconde. Non. En fait, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, quand tu entraînes un modèle LLM, en fait, tu utilises donc ce qu'on appelle, il y a une base commune qui fait à peu près 3 000 milliards de tokens. Qui est utilisé par tout le monde. Un Mistral comme un... Tout le monde utilise OpenAI, à peu près cette base qui est basée sur quelque chose d'ailleurs open source, Creative Commons. Et en fait, ça c'est la base et tout le monde ensuite rajoute et sa secret sauce. C'est pour ça qu'on a aussi des modèles dans chacune des langues, etc. Donc sur la partie textuelle, en fait, tu sens bien que tu as une partie commune et la partie non commune, qui fait la plus grande de la valeur, il a fallu la récupérer et il faut un peu à tout prix l'avoir. Donc moi, si jamais il y a une vraie jurisprudence forte, ça va être très très compliqué pour beaucoup de sociétés d'IA. Voilà, c'est ce petit signal faible là que je voulais qu'on relève ce soir avec vous. Allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve, une belle pause de pub avec Jean-Baptiste Kempf, Tristan Nitto et Clément David. On se retrouve juste après pour poursuivre. On va démarrer on va revenir sur le départ de Yann Lequin. On parlera du RGPD aussi qui est fragilisé. Et puis voilà, il y a pas plusieurs sujets. Restez avec nous. On est encore ensemble jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, c'est reparti, Tech & Co, la quotidienne. Et retrouvez-nous, alors, pour ceux qui ont manqué d'autres émissions ou le début, on est sur YouTube aussi. On a une belle chaîne YouTube, donc abonnez-vous, faites-nous part de vos avis. On est évidemment en replay, en podcast. Allez, nos débriefeurs du soir. Jean-Baptiste Kempf, co-créateur du logiciel VLC, CTO de Scaleway. Tristan Nitto, directeur associé commun numérique et Anthropocène chez Octo Technologies. Et Clément David, président de Théodo Cloud. Messieurs, on va revenir sur... le départ, oui, non, parce qu'il n'a rien confirmé. Il l'aurait dit à des proches, mais en tout cas, ça a fait... l'allumette a vite... il a beaucoup de proches, quand même. Oui, il a beaucoup de proches, oui. Yann Lequin, donc Yann Lequin, français. Alors maintenant, il est franco-américain, il a dû prendre la nationalité, mais enfin voilà, c'est l'une de nos stars, chef de l'IA chez Meta. Prix Turing, prix Turing, c'est quand même équivalent c'est le prix Nobel, le prix Nobel de l'informatique, donc vraiment une star dans le domaine. Eh bien voilà, selon le Financial Times, Yann Lequin, le directeur scientifique chargé de l'IA chez Meta, pourrait quitter l'entreprise pour créer sa start-up sur fond de divergence avec Mark Zuckerberg. Alors on écoute ce que nous en dit Anthony Morel et on en discute avec nos débriefeurs. Deux visions du futur de l'intelligence artificielle qui sont devenues en fait irréconciliables. D'un côté, vous avez Yann Lequin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un des pionniers de l'intelligence artificielle. Il travaille sur le machine learning depuis les années 80, c'est vous dire. Il est lauréat du prix Turing, qui est le prix Nobel de l'informatique, donc vraiment c'est une figure du secteur. Et lui, c'est vrai que c'est une voix un petit peu discordante parce que l'IA telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, l'IA générative, il explique qu'elle est limitée. Elle est intéressante, certes, mais elle ne pourra pas aller jusqu'à raisonner comme un être humain. C'est ce qu'il dit. Et c'est un peu le problème. Lui, il travaille sur ce qu'on appelle des world models, c'est-à-dire des modèles qui permettraient en fait de comprendre le monde qui nous entoure de manière, en fait, comme le fait un être humain, et d'apprendre un peu comme un enfant apprend en tâtonnant, en faisant des erreurs, etc. Mais ça va prendre très longtemps à développer. Et c'est pas du tout la logique dans laquelle se trouve Mark Zuckerberg aujourd'hui. Lui, au contraire, il veut accélérer à fond pour être plus concurrentiel face à OpenAI, face à Google, sortir des produits commerciaux le plus rapidement possible, aller le plus vite possible vers ce qu'il appelle la
super intelligence, donc une IA qui serait plus performante que le cerveau humain, et c'est pour ça qu'il a recruté à grands coups de milliards, vous savez, cette dream team de l'intelligence artificielle, avec un monsieur qui s'appelle Alexander Wang qui chapeaute tout ça, et qui aujourd'hui donne des ordres à Yann Lequin. Et c'est une sorte de bascule symbolique en réalité, c'est-à-dire vraiment de la recherche fondamentale à des produits qu'il va falloir sortir le plus vite possible sur le marché. C'est probablement ce qui a précipité cette rupture, et donc Yann Lequin aurait affirmé à ses collègues qu'il allait quitter l'entreprise, qu'il allait monter sa propre start-up. On ne sait pas exactement ce que ça va être, on espère qu'elle sera montée en France, en tout cas on ne doute pas du fait qu'il lèvera des fonds assez facilement. Bon, Clément, rien de confirmé du côté de Yann Lequin, mais voilà, on a beaucoup de proches qui disent qu'à priori, ils sont... Je peux mettre un billet sur le fait qu'il ne la financera pas en France. Voilà, c'est très optimiste. Oui, je pense qu'il a quand même les deux bons pieds bien ancrés. Il aime bien revenir en Bretagne, notamment pour ses vacances, mais il n'aime pas aller passer en Bretagne. Il est très attaché à la Bretagne encore, ou à la France, mais il a quand même les pieds bien ancrés aux États-Unis. Après, c'est pas très surprenant que dans une boîte comme dans la trajectoire de Meta aujourd'hui, ils soient un peu en CDD, c'est-à-dire que c'est quand même un gros extincteur. Tu vois, c'est un mec extincteur dans le sens, tu vois, t'as la machine à kiff et puis il débarque en disant, ils ont tous envie de te vendre, tu regardes Sam Altman et de te dire que c'est nos limites et que l'intelligence artificielle va devenir une intelligence générale. Lui, il te dit que non, que c'est pas possible. Tout le monde te dit c'est génial, elle crée, il dit elle crée rien du tout, elle comprend rien à ce qu'elle raconte, elle fait que singer l'être humain, etc. Tout le monde te vend quand même vraiment ces milliards, faut les rentabiliser, des modèles super fermés. Lui, il te parle des modèles, des world, lui, il te dit non, l'important c'est la science. Ouais. Et les mecs sont derrière en disant complètement rien à foutre de la science, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment. Mais Zuckerberg y a cru, puisqu'il lui a fait confiance. Oui, mais en fait, depuis 8-9 mois, Zuckerberg. Et c'est étrange que ce soit au moment où il commence vraiment à y avoir du blé à aller chercher sur la table et que c'est plus juste une vision tech qui fait un peu kiffer les gens, que les tensions apparaissent. Elles apparaissent probablement de pire. La Mac 4, tu vois, le relatif échec de la Mac 4 a peut-être joué. C'est possible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, les tensions sur la rentabilité, les tensions sur le côté romantique de la tech, etc., et le côté, je peux dire ce que je pense, parce que de toute façon, je passe pour un visionnaire, ou je suis un visionnaire, peu importe, mais chez Meta, il y a 3, 4, 5 ans, était vachement plus facile à tenir que dans les enjeux d'aujourd'hui où tu as Sam Altman qui vend des trucs toutes les semaines et Meta qui doit débarquer en conseil d'administration. Quelqu'un qui me connaît bien m'a dit j'ai toujours été étonné qu'il aille chez Meta. Après, quand je l'ai vu monter le laboratoire FAIR, Fundamental AI Research, j'ai trouvé ça plutôt pas mal pendant 5-6 ans. Après 2018, il dit là, parce qu'il y est depuis 13 ans, 2018, il dit là, depuis 4-5 ans, ça, c'est un peu moins bon. Puis la dernière année était un peu plus catastrophique. Jean-Baptiste, ton regard, toi. Encore une fois, on ne sait pas s'il part, mais il y a c'est très probable qu'il parte, mais quoi qu'il arrive, déjà 13 ans dans une société, des grandes sociétés américaines de la tech, c'est déjà quand même assez long. Là où il a raison, c'est qu'évidemment, il fait un peu le anti-hype, quoi. C'est-à-dire qu'il rappelle, un LLM, ça reste un modèle statistique de complétion, on peut le dire comme on veut, il n'y a pas vraiment de véritable réflexion. Et on le sent bien d'ailleurs, on voit bien que pas mal de modèles, d'abord, aussi bien dans des métriques objectifs, on arrive à des plateaux. Les changements que tu avais entre GPT-2 et GPT-4, entre l'IAMA 1 et l'IAMA 4, on voit que les dernières versions avancent un peu moins vite. Oui, c'est pas parce que tu doubles la quantité de données que tu arrives à faire 2 fois mieux. Tu fais 20% Et puis surtout, mieux. En fait, on voit quand même que toutes les IA, et c'est un des problèmes, toutes les IA continuent à halluciner beaucoup. Donc ça veut dire que, notamment dans pas mal d'entreprises, c'est un vrai sujet parce que tu te dis, si en fait j'accélère mon travail, mais qu'ensuite je dois aller vérifier tout le travail qui est fait par IA, c'est un problème. On voit quand même pas mal de rapports, que ce soit JP Morgan, Gartner, etc., qui disent attention, là les investissements deviennent faramineux et le retour sur investissement n'est pas là. Donc le signal envoyé, on en reparlera tout à l'heure si on attend, mais le signal envoyé par Nvidia, par SoftBank qui revend du Nvidia, c'est pas juste pour moi c'est pas juste un effet. Peut-être, mais bon, c'est compliqué à expliquer parce que SoftBank a acheté du Nvidia, le revend pour réinvestir dans d'autres startups de la tech. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a une course en avant et des investissements qui deviennent fondamentalement incroyablement important, et le retour sur investissement, il n'est pas là, il est là nulle part. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi, là, j'étais dans la Silicon Valley il y a 2-3 semaines, pendant 2 semaines, c'est pas l'euphorie. Ouais. On a toujours un peu on est les meilleurs du monde, on va réussir, on garde l'élan, mais on sent pas l'euphorie incroyable. Tu sens de plus en plus d'IA qui sont des modèles plus petits, qui sont pour des usages très très spécifiques dans la robotique, dans l'industrie, mais
c'est pas forcément du game changer qui va changer tout et qui vaut les 100 milliards, 1000 milliards, 2000 milliards d'investissements. Donc, on sent quand même ça. Et donc, Yann Lequin arrive en disant, bah non, mais moi, je pense qu'il faut faire autre chose et qu'il y a autre chose à faire. Je pense qu'effectivement, on sent que les LLM, et donc cette façon, arrive à un plateau. S'il arrive avec quelque chose de différent... oui, il appelle ça des world models, hein, qui intègrent de la vision, GEMA, etc. Et en tout cas, s'il arrive à quelque chose, et c'est bien quelqu'un qui est capable d'arriver pour faire un nouveau breakthrough, et ça c'est vraiment intéressant. Meta, là d'ailleurs, pousse beaucoup sur l'IA, et l'usage par les produits méta est quand même assez faible. Ouais. Et puis, Anthony Morel l'a dit, hein, il a embauché, Mark Zuckerberg donc, est allé racheter pour plus de 14 milliards Scale AI. Alexander Wang, il l'a mis à la tête qui a 28 ans, qui doit être génial, tout ça, ça a certainement la tête bien faite et les neurones bien connectés. Derrière, il a recruté un Top Gun de plein de... Mais ça changera quoi sur le business de Meta en vrai ? Mais voilà, derrière, il va falloir rentabiliser tout ça. Tristan. Moi, ce qui m'interroge surtout, c'est son âge et ses envies, quoi. 66 ans. 66 ans. Je ne sais pas combien il a d'argent, mais suffisamment. Beaucoup plus que tout ce qu'il peut dépenser d'ici la fin de ses jours, quoi. Que les choses soient claires. Hein. Présent chez Meta avec des stock options, ça doit être totalement indécent. Enfin, je sais pas, moi je pense qu'au-dessus au-dessus d'un demi-milliard, c'est indécent ou pas ? Enfin, moi j'ai un copain qui était CTO de Meta, je crois que ça va très 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 bien pour lui. Il est investisseur aujourd'hui, il fait des trucs. Enfin voilà, quand t'as 66 ans, t'as encore quoi, 10, 15 ans, 20 ans de correct à vivre. Mais est-ce que tu vas te remettre le nez dans le guidon pour faire une start-up avec où tu paries en fait ce qui te reste à vivre, tu sais pas le problème, c'est pas l'argent, c'est le temps et la qualité de vie que tu as d'ici la fin. Jean-Baptiste, je le vois continuer à développer jusqu'à... Oui, mais tu vois, par exemple, j'aurais cette quantité d'argent, je ferais pour créer des sociétés qui soient pas des startups, qui soient dans l'open source, qui soient à faire des alternatives pour le bien commun. Et là, on repart sur une nouvelle startup et relever de l'argent, tu vois. Et après, ce que tu dis est intéressant. Tu parles de breakthrough. Qu'est-ce qu'il peut faire en termes de fin du game ? C'est-à-dire qu'il est super connu, hyper légitime mondialement. Tout ce que continue à enseigner à l'université de New York. Voilà, les grandes universités, tu voyais la vidéo, il fait dans le Time 100, il fait des talks, il a sa tête sur la... Il a fini le game de « je suis connu dans la Silicon Valley ». Qu'est-ce qu'il lui reste à faire, à part, tu disais, trouver un breakthrough et dire « eh ben voilà les mecs, le prochain pas ». Là, manifestement, tout le monde a en tête, c'est Sam Altman pour le dernier en l'occurrence. Tout le monde se dit, tu vois, le grand public se dit c'est grâce à Sam Altman, OpenAI, machin, il prend la parole partout. Peut-être qu'il veut son nom et son tampon sur le prochain, et puis voilà, c'est peut-être le seul truc qui peut le motiver. Et on a un peu les mêmes discussions avec Elon Musk quand on se disait pourquoi ils sont bêtes à racheter Twitter, alors que pourquoi il a besoin de se mettre dans le dur comme ça ? Ouais, mais en fait, son prochain truc à lui, c'était avoir de l'influence suffisamment pour un moment peser politiquement. C'est-à-dire, faut te trouver... faut trouver ta propre carotte et d'où sa rémunération de 1000 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Allez, un dernier mot, vas-y. C'est que s'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire la recherche vraiment de cette vraie intelligence artificielle, hein, c'est on l'a dit général et AGI, il y a bien une personne qui serait capable, c'est bien lui. Oui. Et lui, justement, ce qu'il veut faire, c'est être sur la compréhension du monde et pas juste de la complétion statistique ou de la diffusion aléatoire. Et donc ça, c'est très intéressant parce que lui, il va être capable de le faire. Mais après, la question, et je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre Mark Zuckerberg, hein, parce que Mark Zuckerberg, ce revirement, il date de seulement quelques mois. Auparavant, il lui continuait à lui faire confiance. Non, mais il mettra peut-être du blé dans la boîte et tout ira bien. Ouais, je suis pas inquiet. Allez, je voudrais qu'on traite rapidement ce sujet. Je sais plus qui l'a posté, c'est le RGPD fragilisé par l'IA. C'est moi qui en ai parlé. Parce que c'est la Commission européenne qui envisage d'amender ou d'assouplir certaines de ces dispositions afin de favoriser le développement de l'IA. C'est ça un peu le... En fait, oui, on voit... C'est les Allemands qui ont tiré un peu... Alors, on sait encore... donc, le process européen est quand même très compliqué, mais on voit quand même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, en fait, un peu un débat sur est-ce qu'on finalement, quand on fait de l'entraînement donc en IA, c'est-à-dire sur énormément de données, donc finalement...
que statistiquement, les données, on n'est pas capable de les ressortir, ce qui est faux, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de définir aussi bien le RGPD. Et puis, il y a aussi des changements sur les définitions de quelles sont les données qui sont considérées comme vraiment personnelles et essentielles. Ou données intimes, on va dire. Voilà, exactement. Et on essaie de justifier ça sur l'IA, et en fait, c'est quand même poussé par notamment des gros industriels allemands, mais pas que, pour être capable de monétiser un peu mieux les données personnelles. Je trouve que c'est un peu abusé, moi, personnellement, de faire ça. Et ça va passer discrètement, parce qu'on parlera, mais vous comprenez, on est obligé de faire de l'IA européenne comme si c'était la problématique numéro 1, le problème du RGPD. Tristan. Alors moi, c'est là qu'on voit que l'Europe n'est pas unique et homogène, parce que il y a quelques minutes avant Yann Lequin et la pause, on discutait de mais la justice allemande poursuit OpenAI, OpenAI parce que quand même ils ont pillé des œuvres artistiques. Bon, là, on commence à se dire, en fait, il faudrait ouvrir plus les données personnelles parce que ça va nous permettre de faire de l'IA. Et je trouve ça quand même complètement paradoxal. Il va expliquer ça aux consommateurs à qui on dit... Oui, mais il va rien capter. De toute façon, il va pas se rendre compte que ces données personnelles sont pillées. Ça fait tellement longtemps que Google le fait, il se rend compte de rien. Donc, OK. C'est le problème d'inviter des gens du logiciel libre en plateau, tu vois. Après, c'est pas en vrai complètement. Ça peut ripper à tout moment. Non, et donc, en fait, il se retient, il prend son air innocent. Je suis innocent. Et non, mais donc c'est un vrai sujet, et je pense qu'il est assez révélateur de l'ambivalence vis-à-vis de l'IA. Est-ce qu'il faut absolument y aller, ou bien est-ce que ça va abîmer nos sociétés et nos institutions? En fait, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas essayé, et une fois qu'on aura essayé, et si c'est le cas, il sera trop tard, quoi, hein. Donc, c'est pareil pour l'environnement aussi. Clément ? Je pense que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce que tu disais, les discussions entre qu'est-ce qu'on vise comme objectif et quels moyens ou questions on met sur la table pour l'atteindre, quand on parle de l'Union européenne, n'ont pas grand-chose à voir. Est-ce que c'est le débat? Non, je pense qu'on s'en fout. Moi, je pense quand même qu'on peut faire beaucoup de choses en IA. Il y a beaucoup de données ouvertes. Il y a énormément de données sur Internet. Il n'est pas nécessaire de fragiliser quelque chose sur la vie privée. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'IA, beaucoup de choses sont entraînées sur des données qu'il y a sur Wikipédia, de l'open culture, et qu'on est très bien capable de faire des choses sans utiliser le prétexte de l'IA pour faire passer toutes les mauvaises pilules. Je trouve que c'est un peu étonnant. Voilà, en tout cas, on va suivre ce cheminement du RGPD. Puis comme tu le disais, ce qu'on disait, les données personnelles, données intimes, est-ce que notre nom, prénom, date de naissance sont des données personnelles aujourd'hui ? Non, mais il y a beaucoup d'autres informations qui le sont, notamment tes données de santé. Exactement, moi ce que j'appelle un peu les données plus intimes. Autre sujet, alors c'était hier, mais je voulais qu'on revienne dessus, c'est Nvidia. Alors Nvidia SoftBank, pardon, qui a vendu la totalité de sa participation dans Nvidia, alors pour un peu plus de 5 milliards. Alors on s'est dit, il faut qu'ils fassent un peu tourner leur argent, donc ils ont vendu du Nvidia. Ils basculent ça, ils vont donner une large part, réinvestir une large part dans OpenAI. Et du coup, ça, on commence à s'intéresser un peu. Quel signal ça donne? Est-ce que ça veut dire qu'il faut moins s'investir dans les puces et les semi-conducteurs et plus dans les plateformes IA avec la partie logicielle? Est-ce que c'est le début tu parlais tout à l'heure, Silicon Valley, ils n'étaient pas tous joyeux, mais est-ce que c'est le début? Est-ce que Nvidia, SoftBank a compris qu'il y avait un petit début de bulle? Ouais, alors non, de toute façon, ils ont compris qu'il y a un début de bulle. Je peux prendre l'argent là, j'en mets là, et puis c'est terminé. Ils ont compris qu'il y a un début de bulle, il n'y a même pas qu'un début, et de toute façon, on le sait tous, et comme la bulle Internet, ça a pété, et l'usage sera de toute façon là après, il n'y aura pas de problème. Oui, parce qu'il y a quand même des infras derrière. Mais je pense que c'est purement déjà, ça prend de l'argent d'investir dans IBM. Il faut bien qu'ils aillent le chercher quelque part. Pardon, pas IBM, Intel, excuse-moi. Mais non, l'idée, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme multiplicateur? Tu as un fonds d'investissement aujourd'hui sur Nvidia. Je rappelle, il y a quelques années, Nvidia voulait racheter, SoftBank voulait associer Nvidia avec ARM. Mais c'est, je veux dire, là,
Ils ont multiplié leur valo par je sais pas combien depuis 2 ans. Quand tu es un financier, tu regardes ça, tu te dis qu'ils sont sur un marché où pour l'instant c'est Blue Ocean, mais la bulle va peut-être éclater. Bon, mais peut-être un pic, c'est le moment. Surtout à un moment, la conso peut baisser, il y a forcément des alternatives qui vont arriver, peu importe. Tu te dis qu'après tout, là où tu peux faire encore x4, x5, x10 ailleurs, est-ce que tu veux rester sur une boîte où tu feras que x2? Je veux dire, pour moi, faut surtout pas le voir, à mon avis, vu qu'ils investissent à côté dans d'autres boîtes. Moi, je me disais, ça peut même être une petite fenêtre de tir pour l'Europe, tu vois, investir dans d'autres. Peut-être, mais en tout cas, je le vois pas comme peur sur l'IA. Regardez, SoftBank se désengage. Je le vois comme simplement, ils ont fait leur multiple, ils sont contents, l'argent tourne, ça ira ailleurs dans l'IA. Tristan. Alors oui, c'est une façon de voir les choses et je pense que c'est assez juste. Ils ont peut-être une vision sur des choses que nous on ne sait pas. Une des possibilités dans l'idée de l'éclatement de la bulle, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste, c'est la possibilité d'avoir recours à des modèles qui sont plus petits et qui vont pas tourner sur des GPU monstrueux. Je pense mais les puces Trainium AWS, ce genre de choses qui sont pour consommer moins. Ou même localement, tu vois, faire des petits modèles qui tournent sur des téléphones avec des puces ARM qui ont déjà des GPU, des NPU et qui vont, si tu en as 2-3 en parallèle et qui sont spécialisés sur différents domaines, tu arrives à faire presque aussi bien pour considérablement moins d'énergie consommée. Et c'est possible que cette bascule se fasse, qu'on passe des large language models aux small language models. Oui, avec des IA plus frugales. Hein, voilà, avec une frugalité et une décentralisation. Et en fait, c'est un modèle qui change mais complètement. Et à ce moment-là, c'est plus des puces Blackwell qu'il faut vendre, c'est des puces ARM que tu mets dans tous les téléphones ou les tablettes. Tu mets pas tes ronds. Et ça, c'est l'histoire d'énergie. Hein. Et ça, c'est très intéressant ce que dit Tristan, c'est qu'en fait, déjà, il y a beaucoup moins de gens qui font de l'entraînement, puisqu'en fait, les entraînements coûtent tellement cher, c'est que finalement, il y a 5 sociétés aux États-Unis qui font de l'entraînement sérieux, il y en a 2 en Chine, il y en a une en France, et après, il y en a peut-être une en Allemagne, quoi. Et en fait, tu te rends compte une en France, pour nous le dire. Mistral, évidemment, hein, je pense que j'ai pas besoin de le citer. Mais donc déjà, il y a beaucoup moins de gens qui font de l'entraînement, donc la demande sur l'entraînement, elle se réduit, et puis... et même le lien entre inférence et entraînement, ça commence aussi à le décalage. Alors, l'entraînement d'un modèle, c'est très vite entre 2000 et 10 000 GPU qui travaillent pendant 6 mois, tous ensemble. Donc on parle d'une puissance de calcul absolument phénoménale. Donc il faut que tu les aies achetés ou loués, et après il faut que tu les alimentes. Et donc ça veut dire qu'un entraînement important, ça vaut entre 10 millions et 100 millions, voire beaucoup plus. Et c'est important, et c'est quasiment intégralement fait par NVIDIA, sur des puces NVIDIA. L'inférence, c'est en fait faire tourner le modèle pour la vie quotidienne. Et donc, c'est les requêtes que l'on pose. C'est les requêtes que tu poses. Et donc, en fait, ça, c'est... On estimait que 90% dans le futur, 90% de la consommation d'IA serait sur la partie inférence. En ce moment, c'était tout l'entraînement, tout le monde a fait ses modèles. Maintenant, il y a un petit stade d'ingrédation. Et en fait, on se rend compte que finalement, on peut même faire des modèles plus petits. Et donc, en fait, finalement, la demande en GPU pourrait être plus petite. Mais pour moi, ça, je trouve ça très, très intéressant. Nous, on avait fait des démos avec VLC où on faisait de la traduction automatique sur des devices au CES, de montrer qu'on peut faire tourner de l'IA avec des small modèles qui ont été spécialisés pour une seule tâche. Ça, j'y crois pas mal, et qui vont tourner sur ton téléphone, sur ton ordi. Ça nous rappelle, pour certaines générations, tu as été formé en tant qu'ingénieur à l'époque, il fallait être très frugaux, il fallait développer des trucs sur les petits. Alors, tu faisais de l'informatique embarquée. Moi, j'ai fait des projets d'informatique. Pour moi, ça c'est un vrai changement, mais je lirai pas quoi que ce soit de spécial dans l'annonce de SoftBank. Pour moi, une vision très financière, c'est que si tu as fait l'investissement il y a quelques années dans Nvidia et que tu revends maintenant, tu fais un très très bon multiple. Surtout que vu qu'ils le mettent dans OpenAI, c'est probablement que la vision n'est pas celle dont on vient de parler maintenant. Très rapidement, un dernier sujet qui n'est pas de l'IA. Tiens, on va parler de protection. Ken Paxton, c'est le procureur général du Texas. Il a intenté une action en justice contre Roblox, l'accusant de ne pas protéger les mineurs et d'avoir laissé la plateforme devenir un terrain de jeu numérique pour les prédateurs. Raconte très rapidement, et puis je fais réagir. En fait, surtout, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que en fait, Roblox, c'est un géant dont personne ne parle. C'est-à-dire qu'en fait, à part des gens qui ont des enfants dans la bonne âge, non, c'est même pas le jeu vidéo. C'est plus niche que ça. C'est une niche entre 8 et 15 ans.
c'est-à-dire c'est du pré-jeu vidéo, c'est de la préadolescence, il y a du Fortnite et du Roblox, et c'est pas le grand jeu vidéo habituel que tu vois sur des consoles. Et en fait, c'est un moteur qui te permet de faire des sous-jeux vidéo. C'est-à-dire que chacun peut créer un peu son jeu vidéo, ses univers. Ils ont fait beaucoup de choses sur Metaverse. Et en fait, c'est très très compliqué d'aller voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, on a c'est un univers de petits jeux qui est très difficile à regarder. Il y a un univers aussi c'est presque un réseau social parfois. Exactement. Et donc c'est une partie qui est quasiment. En fait, c'est peut-être, si on parle de métavers, peut-être le plus proche du métavers, c'est Roblox. Et il y a plein de choses, et il y a plein de choses assez limites. Et comme l'audience elle est très très jeune, donc surtout beaucoup de moins de 13 ans, ça depuis très longtemps on le voit qu'il y a beaucoup de prédateurs sexuels là-dessus. Et franchement, Roblox fait le minimum syndical et avec un syndicat américain. Alors ils disent ils disposent de protocoles de sécurité. Oui, mais bien sûr, mais ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Et je suis assez content que ce soit un juge américain, un juge américain, mais surtout du Texas, parce qu'habituellement c'est pas les premiers à dégainer sur ces sujets-là qui arrivent et qui disent, et puis surtout un attorney général qui arrive et qui disent non, là ça commence à vraiment bouger. Et puis de s'intéresser vraiment à toutes ces, parce qu'on ouvrait un peu tout, même les jeux sur mobile pour les enfants. Allons-y, c'était la porte ouverte. Si les parents n'étaient pas derrière, et même si les parents sont derrière, il faut qu'ils s'y connaissent un peu pour savoir. Mais même Roblox, tu vois, c'est pas Minecraft, c'est plus difficile de rentrer. Non, mais et Roblox, c'est absolument insupportable. Je veux dire, ton cerveau, toi, tu regardes, ou moi, tu regardes Roblox, tu ne peux pas. Il faut vraiment avoir un cerveau formaté de gamin pour se dire ce truc est extraordinaire. On peut pas comprendre. Mais le truc, c'est, en fait, ils vont se manger ce que tout le monde se mange quand tu mets des trucs à disposition des réseaux sur Internet sociaux, on appelle ça comme on veut, qui c'est les réseaux sociaux, enfin, sont tapés les mêmes, Facebook, machin. Maintenant, c'est OpenAI où tu as quand même ChatGPT qui a dit un mec qui veut se suicider, on se retrouve de l'autre côté, mon grand, tu vois. Dire là, maintenant, c'est Roblox et les prédateurs sexuels. La vérité, c'est que tu mets du contenu sur Internet, tu fais se rencontrer des gens, à un moment, oui, tu as une responsabilité et tout le monde va se manger le mur les uns après les autres. Le problème, c'est qu'on soit pas capable de l'anticiper et qu'on n'ait pas une réponse où on dit de toute façon, on va pas attendre qu'il y ait des problèmes et que la plateforme soit gigantesque et ça nous exploser à la gueule. On va le faire a priori. C'est quand même un peu dommage. On arrive toujours un peu après la bataille. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que tu as quand même tout d'un coup quelqu'un et un État américain, et en l'occurrence, qui s'y intéresse. Tristan, ce sera c'est bien qu'ils s'y mettent. Et aux États-Unis, c'est vraiment des sujets sur lesquels on rigole pas. C'est-à-dire que vraiment la jeunesse dans la perception, c'est-à-dire qu'ils peuvent être particulièrement cyniques. Mais alors, s'il s'agit des enfants, ça rigole plus du tout. Quoi. Donc, ça peut mal finir pour Roblox. Eh bien, messieurs, merci d'avoir. On a réussi à faire tous les sujets. Voilà, même celui de Roblox. Merci à tous les trois. Jean-Baptiste Kempf, co-créateur du logiciel VLC, CTO de Scaleway, qu'on retrouvera certainement. Tu vas au CES, on te croisera. On se revoit d'ici là. J'espère que tu me réinvites avant le CES. On se reverra d'ici là. Avec nous, Tristan Nitto, directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. On peut encore chercher ton livre, voilà. On peut le télécharger gratuitement. Tu le vends encore ? Non, il est. Enfin, si tu peux acheter le e-pub, je crois. On l'a retrouvé. Et Clément David, président de Théo de Claude. Merci Clément de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous. On se retrouve dans un instant. On va parler French Tech. Alors, on va voir le Tech Flash avec Julien Thibault. Et puis, juste après, on parlera aussi de la Grande-Bretagne en un mot. Et on terminera la French Tech avec notamment 2 startups super, cyber et sécurité. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Tech Flash, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité dans la tech du jour avec Julien Thibault, journaliste à BFM Business. Bonsoir Julien. Bonsoir Frédéric et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, Emmanuel Macron a annoncé un investissement supplémentaire de 4,2 milliards d'euros dans le spatial militaire d'ici à 2030. Le président a également plaidé pour le développement de lanceurs spatiaux réutilisables. Le but, renforcer la souveraineté et la compétitivité française face à la montée en puissance américaine et chinoise. Et aux États-Unis justement, Anthropic voit très grand. La start-up soutenue par Amazon et Google prévoit d'investir 50 milliards de dollars dans des centres de données américains. Ce projet en partenariat avec Fluidstack place Anthropic en acteur majeur dans les infrastructures IA. Et pendant ce temps, les autres géants américains continuent d'investir massivement en Europe. Microsoft va injecter plus de 10 milliards de dollars au Portugal pour développer ses infrastructures cloud et IA. Et de ce côté, Google prévoit 5,5 milliards d'euros d'investissement en Allemagne d'ici 2030.
Et puis parlons musique avec Deezer qui sonne l'alarme. Et oui, une chanson sur 3 diffusée sur la plateforme serait désormais générée par IA. Plus de 40 000 chansons par jour, un phénomène qui explose depuis le début de l'année et pose la question du repérage et de la transparence pour les auditeurs, puisque selon cette étude, ces morceaux sont aujourd'hui presque impossibles à distinguer d'une vraie chanson. Et enfin, Sony fête les 5 ans de sa PlayStation 5 avec un modèle allégé et moins cher, proposé à moins de 310 €. Seul bémol, cette version plus compacte et sans lecteur de disque est réservée au marché japonais, une stratégie qui vise à relancer les ventes et contrer le succès fulgurant de la Switch 2 de Nintendo. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business pour un nouveau Tech & Co Business. Cette semaine, Frédéric, vous étiez avec Bruno Vaffier, directeur général de Cégide, et vous êtes revenu sur les nouveaux défis de la profession comptable. On écoute un extrait tout de suite. On va beaucoup parler de cette réforme de la facturation électronique. C'est dans un peu moins d'un an, mais ça arrive très très vite. Mais ma première question, elle est le climat économique aujourd'hui. Vous êtes vraiment, vous pouvez le ressentir à travers vos clients, puis vous-même chez Cégide. Comment vous ressentez tout ça aujourd'hui ? Je pense que vous le suggérez dans votre question, il y a beaucoup d'attentisme aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes en tout cas. Mais nous, ce qu'on perçoit chez nos clients, et vous l'avez dit, on a 750 000 clients, donc on est branché directement sur l'écosystème, comme on dit. C'est le besoin de pilotage. En fait, la conséquence de cette parfois manque de visibilité, c'est la nécessité d'avoir un pilotage, une visibilité plus précise sur l'entreprise, sur son évolution. Et justement, on va en parler, ces évolutions technologiques, nous on pense que c'est une chance pour avoir une visibilité en temps réel et un pilotage beaucoup plus précis. Voilà, Tech & Co Business que vous retrouvez bien entendu ce week-end. Tout de suite, rendez-vous avec la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Kesso Diallo, journaliste à Tech & Co. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Alors on va partir au Royaume-Uni qui cherche à remplacer les animaux par de l'intelligence artificielle lors des expérimentations scientifiques. Oui, le Royaume-Uni a présenté un plan aujourd'hui pour réduire la dépendance scientifique aux expérimentations animales parce que malheureusement, ces expérimentations aujourd'hui, elles sont nécessaires dans les domaines scientifiques et pharmaceutiques. D'ailleurs, c'est une pratique qui est très critiquée par les associations de défense des animaux. Donc le Royaume-Uni espère bientôt utiliser l'IA à la place. En fait, le but avec son plan, c'est de privilégier cette technologie, mais aussi les tissus humains bio-imprimés en 3D pour déterminer si certains produits ou vaccins sont sûrs pour les humains. Mais avant ça, il faut déjà s'assurer que ces alternatives aux expérimentations animales, elles sont sûres, fiables et efficaces. Et puis, avant ça, il faut aussi de l'argent. Donc, le gouvernement britannique a annoncé de nouveaux fonds pour les chercheurs. Oui, d'ailleurs, il y a un de ces fonds qui pourrait permettre de créer un système d'organes sur puce. En fait, ce seraient de minuscules appareils qui seraient capables d'imiter le comportement des organes humains à l'aide de cellules humaines réelles, ce qui serait quand même assez impressionnant. Mais il faudra attendre encore un peu avant de voir le Royaume-Uni utiliser l'IA à la place des animaux lors des tests. Alors, le pays prévoit de commencer fin 2026 en commençant par mettre fin aux tests sur les animaux pour évaluer l'irritabilité et la sensibilité de la peau et des yeux. Puis en 2027, ce sera au tour des tests de Botox sur les souris. Et enfin, d'ici 2030, c'est l'industrie pharmaceutique qui devra réduire ses tests sur les chiens et les primates. Voilà, on aura de l'IA, toujours des petits chats, mais ce sera de l'IA. Ça. Merci Kesso Diallo de la rédaction de Tech & Co, des sujets que vous pouvez bien entendu retrouver sur notre site BFM Business et sur le site Tech & Co. Allez, tout de suite, on parle de French Tech. Tech & Co, la quotidienne, les invités. French Tech 2030, c'était il y a quelques jours la deuxième mouture du programme French Tech 2030 avec 80 startups. Alors, il y a plein de chiffres très encourageants. Pour ceux qui pensaient une French Tech un peu moribonde, eh bien, rassurez-vous, vous allez voir qu'elle est en pleine forme. On va en parler avec sa directrice directrice générale de la mission French Tech, Julie Gué, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis, deux élus de cette promotion 2025 de ce programme French Tech 2030. Tom Darras, bonsoir Tom. Bonsoir. PDG cofondateur de WeLink, on est dans le quantique, on en reparlera dans un instant. Et Cyril Vignon, PDG de Glimpse, on est dans la cybersécurité. Bonsoir Cyril, merci d'être avec nous. Alors Julie, c'est un lancement qui marque un alignement politique fort. On va beaucoup parler souveraineté. Alors évidemment, on parle IA, quantique, cybersécurité, voilà, robotique. Et puis, je voulais aussi revenir sur des chiffres. 80 startups qui ont levé plus d'1 milliard d'euros, 130 millions en R&D, 350 brevets, 138 millions de chiffres d'affaires en 2024.
3200 emplois. C'est plutôt encourageant tout ça. Alors c'est très encourageant. Donc on a eu la chance la semaine dernière d'annoncer cette nouvelle promotion en présence du ministre Roland Lescure et de Anne Le Henanff. Notre nouvelle ministre du numérique. Tout à fait, nouvelle ministre de l'intelligence artificielle et du numérique, dans un lieu qui a beaucoup de sens, qui est Future for Care, qui est un lieu qui fait émerger notamment beaucoup d'entreprises dans le domaine de la santé. Et donc lors de cet événement, on a présenté l'ensemble des 80 lauréats qui sont essentielle à la fois pour la souveraineté, vous l'avez dit, technologique de la France, mais aussi pour le grand public, si je puis dire, puisqu'elles permettent des innovations qui aujourd'hui transforment nos vies. Alors 75%, faut voir aussi que 75% d'entre elles sont déjà en phase commerciale. C'est-à-dire on n'est pas uniquement, on n'est pas dans des projets, on est vraiment dans des sociétés qui, ça y est, ont des clients, ont du chiffre d'affaires. Ça montre aussi une French Tech, je trouve, quand on regarde le palmarès des 80, on en a deux ce soir, une French Tech un peu plus industrielle, beaucoup plus prête à passer à l'échelle, hein, Julie. Exactement, on a d'ailleurs dans la promotion déjà 17 usines existantes sur l'ensemble du territoire français, 25 projets de nouvelles constructions d'usines. Donc effectivement, c'est une French Tech qui est industrielle, qui est aussi très ancrée dans les territoires, avec 40% de la promotion dont les sièges se situent et les emplois se situent dans les territoires partout en France. Glimpse en est l'exemple aujourd'hui puisqu'ils sont situés à Rennes, mais l'ensemble des régions est représenté dans cette promotion. Alors justement, on parlait de Glimpse avec vous, Cyril Vignon, donc PDG de Glimpse. Alors avec votre cofondateur, ça fait 10 ans que vous connaissiez, ministère des Armées, et puis à 6 ans, vous dites, mais finalement, on a peut-être un truc là avec notre produit. Vous créez cette entreprise. Alors expliquez-nous, c'est de l'analyse profonde de fichiers. Donc on est dans l'univers de la cybersécurité. Et alors c'est bâti sur l'analyse de code, hein, c'est ça ? Tout à fait. En fait, nos solutions, les solutions qu'on propose sont des solutions d'analyse en profondeur de fichiers pour détecter des fichiers malveillants, des virus concrètement. Le gros intérêt de la technologie qu'on a mis au point, c'est sa capacité à détecter des nouveaux variants de menaces. Une analogie pour rendre les choses un peu plus concrètes, on pourrait dire qu'on est un petit peu le vaccin ARN messager du virus informatique. C'est exactement ça. Les variants de virus informatique, c'est quelque chose qui font beaucoup de dégâts tous les jours. En fait, on a un peu plus de 600 variants tous les jours qui sont déversés sur les systèmes informatiques des entreprises. 600 variants, il faut bien se rendre compte, ça fait à peu près 1 toutes les 2 minutes. Donc depuis que j'ai commencé à parler, il y en a déjà eu au moins un qui est arrivé. Et le problème de ces variants, c'est qu'en général, ils sont très mal détectés pendant plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines, avant qu'ils aient fait des dégâts, qu'on les ait identifiés, qu'on les détecte bien. L'avantage de notre technologie, c'est qu'elle va les détecter dès leur arrivée, dès le premier jour. Et très rapidement, on va en reparler dans un instant, parce que là, ce que je comprends bien, c'est, voilà, je suis développeur dans mon entreprise, je vais chercher du code open source, voilà, je manipule tout ça, et là-dedans, j'ai peut-être, sans faire attention, téléchargé un virus, c'est ça. Un des cas d'usage, effectivement, tous les tonnes de fichiers qu'on va aller télécharger quand on développe des choses, mais c'est aussi les mails que vous recevez, toutes les pièces jointes que vous recevez, c'est aussi les plateformes collaboratives type OneDrive, SharePoint ou Nextcloud, dans lesquelles vous échangez des fichiers. On va être partout dans ces endroits-là où on voit passer des fichiers. Ça peut être aussi le site web d'une entreprise qui reçoit sur lesquels on téléverse des fichiers, les clients viennent téléverser des fichiers. Et donc, on va scanner tous ces éléments-là avec une analyse vraiment en profondeur. Et c'est vrai que nous, on a une expertise au départ en analyse de code, en analyse profonde de code. On a mixé ça avec nos expertises en intelligence artificielle. On a créé une technologie effectivement assez unique qui analyse en profondeur le code, même s'il est caché, très présent au fin fond d'un fichier. Et ça s'appelle Glimpse, on va y revenir. Mais justement, parce que l'autre jour, je parlais avec des entreprises qui rachetaient, qui rachètent d'autres leurs concurrents, ou un partenaire. Et justement, ils avaient un souci pour aller analyser le code des logiciels de ces entreprises, parce qu'il y avait peut-être des virus, et du coup, comme on les connecte au SI de son entreprise, ça redémarre. Vous, qu'est-ce qui vous différencie d'une approche plus traditionnelle, avec un antivirus, SOC et tout ça ? Donc, ce qui va nous différencier, c'est vraiment cette capacité d'analyse en profondeur très rapide. Habituellement, vous allez avoir 2 types de solutions de détection. Des solutions très rapides qui font une analyse, j'allais dire, un peu de surface, qui vont identifier ce qui est connu. En fait, c'est surtout ça. Et des analyses, on va dire, qui sont capables d'aller en profondeur, mais qui, elles, vont en général passer plusieurs minutes, en fait, à observer le comportement d'un fichier. Elles vont l'exécuter, regarder comment il se comporte. Sauf que quand on fait passer des millions de fichiers, des fois des dizaines de millions de fichiers dans une entreprise tous les jours, on ne peut pas se permettre de passer 3 minutes sur chaque fichier. L'intérêt de la technologie qu'on a mis au point, c'est qu'on a ce niveau de profondeur, mais en moyenne, en quelques secondes, 3 secondes. Et qu'est-ce qui fait cet aspect rapidité ? On fait de l'analyse statique, du reverse engineering, c'était notre métier au départ, donc on lit le code. Là où finalement, pour avoir une analyse en
en profondeur, habituellement, il faut exécuter le code et le regarder vivre. Nous, on va le lire, mais on le comprend. Donc c'est l'IA qui va lire le code et qui va dire tiens là il y a des choses qui vont pas. Une IA. Faire repérer les hallucinations du code quelque part. L'analogie que je prends souvent, c'est si je vous raconte l'histoire d'une demoiselle en robe écarlate qui se promène dans un bois avec un panier garni. Oui. Là, vous avez déjà reconnu que je suis en train de vous parler du petit chaperon rouge. Mais si vous imaginez que le petit chaperon rouge, c'est un programme informatique, le livre, c'est le code, ça va être très compliqué pour un ordinateur d'aller identifier, quand on lui présente le livre de la demoiselle en robe écarlate, d'identifier que c'est effectivement le petit chaperon rouge et que c'est une variante. La technologie qu'on a mis au point, elle va effectuer cette lecture très rapidement et être capable de remarquer qu'effectivement, on est en train de parler de la même histoire. Julie, là, donc on voit cyber, ça fait partie des grands axes de ce programme French Tech 2030, mais le but aussi, c'est de montrer à ces entreprises, le but de ce programme French Tech, c'est de montrer aux entreprises clientes, allez-y, on a des Français qui sont là, voilà, oui, il y a des concurrents américains, il y a des très gros américains, mais c'est un peu ça, une des missions de la French Tech, c'est ça aussi? Oui, c'est de montrer que sur le territoire, on a des solutions, des alternatives aux solutions internationales et sur des sujets clés comme la cyber, comme l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est un moyen en tant qu'entreprise française de se protéger, de savoir à qui on confie nos datas, etc. Donc oui, c'est très important, c'est ça qu'on appelle la souveraineté. C'est pas un effet de mode et c'est vraiment pour ça qu'on a lancé ce programme French Tech 2030 pour vraiment montrer qu'on a des entreprises de pointe dans des secteurs comme le quantique, comme le spatial, comme l'intelligence artificielle, la cyber, les infrastructures, les semi-conducteurs. Et puis surtout avec cette musique, enfin, c'était une petite musique, la souveraineté, puis aujourd'hui ça devient vraiment un attribut majeur, même un facteur de choix, un critère de choix pour des entreprises. Parlons quantique aussi avec vous, Tom Darras, donc PDG cofondateur de WeLink, avec un Q à la fin. Alors, c'est né des laboratoires du CNRS de la Sorbonne. Alors, souvent, quand on veut parler quantique, on ne vous demande pas ce que fait la technologie, mais on va vous dire ça va servir à résoudre quel type de problème? Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est que ces ordinateurs quantiques, ils vont permettre de résoudre des problèmes éminemment complexes et importants qui sont totalement hors de portée des ordinateurs conventionnels. Ça va être, par exemple, des problèmes de simulation qui vont permettre de comprendre le comportement de médicaments et de la découverte de nouveaux matériaux comme des batteries. Ça peut être des problèmes dans le domaine de l'optimisation, par exemple dans les domaines de l'énergie, comment on va router dans un réseau l'électricité. Parce que ça demande trop de puissance de calcul traditionnelle, il faut aller vers une autre technologie. C'est des problèmes qui, d'un point de vue computationnel, sont vraiment hors de portée des ordinateurs conventionnels. Et alors, dites-nous en quoi ce que vous faites, ça va devenir stratégique justement pour le développement du calcul quantique. Donc nous, chez WeLink, notre approche, c'est que en fait, on ne développe pas nous-mêmes les ordinateurs quantiques. Nous, on développe les solutions qui permettent d'en prendre plusieurs et de les brancher entre eux. Et en fait, ça, c'est vraiment, ça devient aujourd'hui c'est des processeurs quantiques, hein. C'est ça, vous pouvez les connecter entre eux. Qui sont aujourd'hui développés suivant une variété de technologies. On a des acteurs qui sont très, très forts sur ces sujets en France aujourd'hui. Mais le consensus, c'est qu'aujourd'hui, si on veut que ces ordinateurs quantiques apportent un impact large sur l'industrie et pas seulement sur certains cas d'usage très spécifiques, il faut qu'on aille au-delà des capacités de ces ordinateurs quantiques pris de manière individuelle. Et donc, il faut les brancher entre eux. Alors, on le disait hors micro, auteur, quand vous êtes arrivé, c'est vrai que le quantique, il y a 5-6 ans, on se projetait à beaucoup plus d'années. Puis là, on a des Alice et Bob, des Pascal, des Candela qui ouvrent un peu la voie. Et là, vous sentez quand même que du côté des investisseurs, alors en plus, vous faites partie maintenant du programme French Tech 2030, mais voilà, il y a une oreille beaucoup plus attentive au quantique aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, tout s'accélère aujourd'hui de par, en premier lieu, les développements qui sont faits par ces pépites françaises. Aussi, l'arrivée de nouveaux acteurs comme WeLink qui permettent, grâce à nos solutions... Vous êtes déjà créé en 2022, vous êtes déjà une vingtaine de personnes, hein, c'est ça? On est même plus de 30 aujourd'hui. Ah oui, voilà, j'étais resté on grossit très très vite. Et grâce à nos solutions, on peut aussi justement accélérer encore plus le développement de ces ordinateurs quantiques et les rendre accessibles aux utilisateurs finaux, aux industriels. Le but, Julie, justement avec le programme French Tech 2030, c'est de pousser un peu ces entreprises dans le quantique. Il faut qu'on reste dans l'échappée, hein, parce qu'on a de belles entreprises. En face, il y a aussi beaucoup de startups à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis ou en Chine, mais il y a aussi beaucoup de géants, hein, quelques géants, des IBM, des Google notamment. Et donc il faut, voilà, comment faire,
quelles sont les actions que peut mettre en place le French Tech 2030 pour justement que des startups comme WeLink restent dans cette échappée, collées au Alice et Bob déjà, on a beaucoup de chance parce qu'on a des très belles entreprises dans le quantique. C'est effectivement un secteur qui est très important et dans lequel la France est bien représentée. La manière dont on accompagne l'ensemble des entreprises du programme, c'est vraiment, pour nous, l'objectif, c'est de leur ouvrir un maximum de portes pendant 1 an. C'est un programme qui dure 1 an et on veut surtout lever tous les freins qu'ils pourraient rencontrer, les accompagner dans tous leurs challenges. Donc, ça va passer par l'ouverture à l'international. Donc, ces entreprises, elles ont besoin de se développer en France, mais à l'international également, et ça très rapidement, puisque vous venez de le dire, mais il y a de la concurrence. Donc, il y a un enjeu quand même d'aller vite. Donc, on les accompagne sur l'international. On leur ouvre des portes commercialement au travers du programme Je choisis la French Tech, où on les connecte avec des grands comptes pour qu'ils puissent très rapidement trouver des clients, des cas d'usage et pouvoir développer leurs produits. On va les accompagner sur les enjeux de simplification, les enjeux administratifs, puisqu'on les met en lien avec plus de 60 administrations. On a des correspondants dans 60 administrations. Donc pour nous, c'est vraiment... Je vous interromps. En plus, on a différents... Parce que WeLink, c'est 2022, date de fondation. Un peu plus âgé, 2018-2019 pour Glimpse. Donc on voit, il y a différents âges, parce que c'est vrai qu'une année dans cet univers, ça vaut beaucoup un peu comme les années chiens. Ouais. Oui, en fait, ça dépend des entreprises. Nous, on les a sélectionnées pour que ce soit des entreprises qui soient prêtes à passer à l'échelle. Ouais, et c'est à ce moment-là précis qu'on a vraiment une valeur ajoutée pour les accompagner dans ces enjeux de passage à l'échelle, que ce soit la création d'usines, la recherche de financement, la recherche de business, le développement à l'international. Pourquoi on le fait ? Je voulais revenir sur ce point. C'est que ce sont des entreprises qui peuvent paraître parfois très éloignées de ce qu'on vit tous les jours pour des personnes qui ne sont pas dans le milieu de la tech. Quand on parle de quantique, quand on parle de cybersécurité, parfois ça ne parle pas au plus grand nombre. On n'est pas dans le monde de la fintech ou le paiement, l'assurance. Voilà, exactement. Là, on comprend un peu plus rapidement. Et pourtant, cette tech, elle est déjà parmi nous. Et je voulais revenir un peu sur ce point parce que c'est important de comprendre pourquoi on accompagne ces entreprises. Pourquoi c'est vraiment réduire la fracture entre ces startups technologiques et un tissu économique. Voilà, une entreprise qui est dans le BTP qui va se dire tiens, j'ai peut-être besoin de cyber, et le quantique, ça peut m'aider. Tout à fait. C'est à la fois pour le B2B, donc business to business, pour les entreprises, pour qu'elles prennent conscience qu'elles ont des entreprises qui peuvent déjà les aider à se transformer, à innover, à garder ou à développer une certaine avance, mais aussi dans ce qu'on appelle le B2C, mais vraiment pour que chacun puisse bénéficier de ces technologies. Et on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, de quantique et des applicatifs qu'on peut retrouver par exemple dans le domaine de la santé, mais on va avoir des entreprises accompagnées comme Roboté par exemple, qui sont des micro-robots qui sont en capacité d'aller dans le cerveau pour éviter la chirurgie lourde, pour détecter des maladies ou pour soigner des maladies telles que Parkinson. C'est ça aussi ce qu'on veut soutenir avec cette promotion du French Tech 2030 et je pense que c'est important aussi de partager ce message. Oui, et puis les pousser aussi à l'international, évidemment, c'est le but aussi de ces entreprises. Justement, Cyril, vous revendiquez avec Glimpse une cybersécurité souveraine, 100% française. Aujourd'hui, le marché, vous sentez, comme vous le dites, ça fait un moment que vous êtes sur ce marché-là, mais avec Glimpse, ça fait 6-7 ans. La souveraineté, on sent que c'est le sujet de la souveraineté, je dirais, c'est une vague qui a grossi en continu depuis 2019. Effectivement, le sujet est de plus en plus pris. C'est vrai que l'enjeu maintenant, c'est de rendre ça de manière, je dirais, plus structurelle. La prise de conscience, ça a été faite de plus en plus, mais il faut vraiment la transformer et la transformer en France, mais de manière plus large en Europe. Et donc, c'est vrai que pour nous, pour Glimpse, aujourd'hui, maintenant, l'enjeu, il est là et c'est aussi pour ça qu'on est content de rejoindre ce programme. C'est pour aider et justement à aller voir aussi en dehors des portes de juste la France, d'aller voir dans le reste de l'Europe pour proposer nos solutions là-bas. La cyber, c'est un monde de confiance, c'est un sujet de confiance. Et donc, pouvoir être accompagné comme ça dans des délégations, dans des programmes avec un label. Exactement, ça aide énormément. Important. Juste un mot sur la technologie. Comment vous voyez évoluer cette technologie à 5 ans ? Est-ce qu'on aura toujours plus d'automatisation, plus de prédictivité? Je dirais que il y a toujours un peu d'humain quand même. Le rythme, l'intensité, en tout cas au niveau des attaques, ne fait qu'augmenter. On va vers de la haute intensité de plus en plus. On l'a vu, nous, sur les mails. On vient de sortir une solution mail complète aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est phishing, c'est-à-dire hameçonnage, pardon. Où historiquement, on avait 2 types d'attaques. Des attaques en masse, mais un peu grossières, qui n'étaient pas du tout ciblées, ou des attaques ciblées quand un acteur voulait vraiment rentrer dans une entreprise en
particulier, mais où là, ça prenait beaucoup plus de temps à forger. Il allait étudier les personnalités de l'entreprise, les goûts, ces choses-là, pour faire quelque chose de vraiment aux petits oignons, j'allais dire. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est malheureusement un des usages d'accélération de l'IA générative aussi pour les attaquants. On se retrouve avec des campagnes de hameçonnage à gros volume IA qui for sont hackers ciblés à chaque fois. Exactement. Fonctionne très bien. Et donc nous, on a du coup développé là une solution mail complète avec de l'IA également sur tout ce qui est phishing, où on a adapté nos technologies initiales sur le code, sur tout ce qui est texte pour détecter également les choses de phishing. Et ça, c'est des choses qui accélèrent effectivement. Tom Darras là, avec Willink là, sur le quantique. Aujourd'hui, il faut. Enfin, j'imagine sur FreshTech, ça vous donne aussi les armes pour être plus ambitieux. Parce qu'évidemment, je parlais des géants américains, des gens chinois. Voilà, il faut se dire, bah oui, on peut y aller aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être ce programme-là est là aussi pour ça. Oui, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on transforme aujourd'hui des pépites françaises en des leaders mondiaux. Et typiquement, le programme French Tech 2030, aujourd'hui, c'est un vrai accélérateur pour Willink pour se positionner comme leader sur ce sujet, sur plusieurs volets, que ce soit sur l'aspect développement commercial. On a aujourd'hui des premiers clients en Europe, mais bien évidemment, on a l'ambition de s'étendre en Amérique du Nord, en Asie. Le programme peut nous aider à accélérer ça. Ouais, parce que c'est financement, talent, industrialisation, tout à fait. Ce genre de choses. Tout à fait. Donc, ne serait-ce que pour l'attraction de talents d'exception pour déverrouiller nos technologies en France et en Europe. Et puis, bien sûr, des sujets d'industrialisation. Nous, l'année prochaine, on va agrandir nos locaux à Paris, dans le 5e arrondissement, avec plus de 1000 mètres carrés on a sécurisé, pour pouvoir augmenter nos capacités de production et nos premières ventes qu'on a déjà sécurisées aujourd'hui après seulement 2 années de développement. Ce que je trouve intéressant aussi, alors c'est vrai que c'est un mouvement qui a bougé pas mal depuis toutes ces années, mais là, 83% des fondateurs sont ingénieurs, sont docteurs, enfin ont un doctorat. À une époque, ça pouvait être une faiblesse, on se disait oui, mais ces chercheurs, le temps qu'ils comprennent le business, qu'ils mettent un pied sur le marché, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, on sent quand même, dans cet esprit-là, beaucoup plus de gens tournés vers le business. Oui, tout à fait. Dans tout ce qui va être innovation de rupture, deep tech, on a effectivement des fondateurs qui souvent viennent du monde de la recherche. C'est particulièrement vrai dans le programme French Tech 2030, puisque ce sont vraiment des innovations qui sont très pointues, donc souvent issues des laboratoires de recherche. C'est évidemment une force pour notre pays, puisque c'est sur ces thématiques-là, c'est vraiment sur ces thématiques qu'on doit développer notre souveraineté, gagner en autonomie et avoir nos propres solutions. Là, vos ambitions à très court terme, parce que vous êtes entre 50 et 60. On est 55 et là maintenant on va vraiment voir à l'international, effectivement en Europe. Donc c'est le déploiement en Europe maintenant, effectivement l'actualité à court terme, et effectivement avec notamment cette nouvelle solution mail complète qu'on vient de déployer. Et juste un mot, pourquoi Glimpse le nom? Alors, la vraie raison, j'aime bien ces questions-là. Quand j'étais au ministère des Armées, je viens d'une équipe qui s'appelait IMPS, Investigation des malwares et produits de sécurité, qui avait une forte identité, et qui était un petit peu connue dans le monde de la cybersécurité à l'époque. Et donc, quand on a créé la boîte, on voulait un clin d'œil, on voulait absolument qu'il y ait ce mot IMPS dans le monde de l'entreprise. Et donc, on a trouvé Glimpse pour un petit peu le clin d'œil. Glimpse pour aussi dire qu'on détecte les menaces en un clin d'œil. Oui, puis c'est facile à prononcer. Et puis, je crois que j'avais vu, il y a une boîte américaine qui s'appelle peut-être avec un E. Il y a des boîtes avec des E, effectivement. Il y a le mot clin d'œil avec un E, effectivement. Donc, on en retrouve avec des E. Tom, vous, l'ambition à court terme? Donc, nous, on travaille sur plusieurs volets. Le premier, comme je disais, on a sécurisé nos premières ventes aujourd'hui. Donc, ça va être d'accentuer et d'accélérer cette commercialisation aujourd'hui. On travaille aujourd'hui aussi avec différents acteurs de l'écosystème quantique, que ce soit des fournisseurs d'ordinateurs quantiques, Pascal, Candela en France, des data centers type OVH Cloud, Skillway, mais aussi des industriels. On travaille avec EDF, on travaille avec Orange, avec Thales. Et donc, l'idée, ça va être aussi d'accélérer sur ces partenariats. Et puis, de trouver les bons projets, pas trop se disperser quand on est une trentaine. Il faut faire attention, il faut grossir vite, quoi. Bien évidemment, il faut avoir l'équipe qui permet de délivrer sur toutes ces ambitions. Donc, typiquement, ici, on va recruter pour être un peu plus d'une 50aine de collaborateurs d'ici un an. Pour conclure, Julie, donc on voit la French Tech est encore bien, parce qu'il y a eu un moment un petit French Tech bashing qu'on entend encore de temps en temps, mais là on voit bien, le coq est bien rouge vif, des bons chiffres, des projets intéressants, industriels, c'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Et en fait, on a lancé le panorama de la French Tech il y a 2 semaines exactement pour cette raison-là, pour pouvoir apporter des données concrètes de ce qui se passe sur le terrain. Et on a donc plus de 18 000 startups qui sont actives, qui sont matures, qui sont pour 56% d'entre elles
ancrées dans les territoires. Donc je pense qu'effectivement, ces données, elles sont importantes. C'est plus de 450 000 emplois directs, plus évidemment à peu près la même chose en indirect. Donc oui, on peut être fier de notre French Tech. On innove dans des secteurs qui sont clés, comme on peut le voir dans le French Tech 2030, avec 15 entreprises de la dernière promotion qui aujourd'hui font partie du Next 40-120, donc qui sont des entreprises qui sont vraiment développées et on peut le dire, qui deviennent des leaders. Donc je pense que c'est un vrai succès et c'est tout ce qu'on vous souhaite d'ailleurs avec cet accompagnement. Voilà, on espère qu'on vous suivra comme on a suivi d'autres entreprises qui sont aujourd'hui au Next 40. Merci à tous les trois. Julie Huguet, directrice de la mission French Tech, Tom Darras, PDG cofondateur de WeLink, donc dans le quantique, et Cyril Vignon, PDG de Glimpse dans la cybersécurité. Tech & Co, la quotidienne, c'est terminé. On se retrouve demain à Marseille avec François Sorel. Oui, là-bas, c'est l'AIM, l'événement organisé par La Tribune et BFM Business sur l'intelligence artificielle. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur notre canal YouTube, sur les replays, les podcasts. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.